de cette zone d'inconfort, moi je m'en suis fait un vrai confort en fait, de dormir dans ma tente sur mon matelas et me doucher tous les soirs, et à la rivière, c'était juste un kiff quoi. Et je pensais pas que sur autant de temps, ça allait prendre toujours autant de plaisir, sans jamais avoir le besoin de me dire tiens j'arrive dans un village intermédiaire, est-ce que je me prends une nuit d'hôtel? Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue sur le podcast Nicolas. Merci Loïc. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi ce soir pour que tu nous parles évidemment de ton parcours en général, mais aussi et surtout de ta dernière aventure complètement folle en date, qui moi m'a fait halluciner quand j'ai découvert sur les réseaux, puis après quand tu m'as expliqué un petit peu les détails de tout ça quand on a échangé en off avant l'épisode. Donc vraiment un grand merci pour le temps que tu prends. Et puis écoute, ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par nous expliquer ce que tu fais. Carrément, oui. Avec plaisir, tout d'abord, ça fait plaisir que l'aventure que je viens de terminer t'ait plu, et puis de pouvoir échanger avec un maximum de personnes. Du coup, moi, c'est Nicolas, j'ai 31 ans. Je suis originaire de Lille, donc pas un secteur où il y a énormément de montagnes, donc c'est pour ça que je me fais ce type d'aventure. J'ai différentes passions, le sport d'une manière générale, donc du coup tout ce qui est sport ou activité outdoor. La cuisine également, avec la nutrition. Et d'une manière générale, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc je m'intéresse pas mal à tous ces sujets de société et particulièrement environnementaux. Ce qui m'amène finalement depuis un an et demi, à passer un maximum de temps autour de ces passions, quoi. Ce qui m'a amené du coup à, à faire ces 2 derniers étés, donc des aventures de 2 fois 3 mois au final, quoi. Voilà pour Excellent. la petite présentation. Et donc ça, c'est ce qui occupe clairement pas mal de ton temps, en tout cas l'été pour ces 2 dernières années. Mais C'est ça. tu es du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de vivre, enfin c'est ce qui te fait vivre, ou tu as une activité, un job un peu plus classique, on va dire, en parallèle? Pas du tout, non, non, je vis pas de ça, mais j'étais en logistique, et donc j'étais dans le consulting les 2 3 dernières années. J'ai arrêté en fait ce job-là en mars 2020, un peu avant la période de Covid, donc c'était pas vraiment. euh, Enfin voilà, j'ai arrêté avant de savoir tout ce qui allait se passer. Euh, et depuis ce temps-là, c'est pour ça que je dis, je consacre en fait la dernière année et demie à mes passions. C'est que j'ai fait ces 2 aventures qui ont duré plus ou moins 6 mois, ouais, entre 5 et 6 mois. Et je me suis reconverti aussi, donc j'ai passé l'année là de Covid à me convertir dans la cuisine. Donc j'ai passé en juin là, 2021 mon CAP que j'ai eu. Du coup, voilà, c'est un peu comment s'est passé la dernière année et demie. Et puis là, je suis rentré d'aventure la semaine dernière. Et je vais me lancer professionnellement, en tout cas dans une nouvelle aventure qui est la cuisine. L'idée, c'était de pouvoir voilà, vivre professionnellement, en tout cas de ma passion. Euh, Mmh. c'est le chemin que j'ai pris sur cette dernière année et demie. Ouais. Génial. Et le CAP, c'est en je connais pas trop l'univers de la cuisine, mais par curiosité, c'est un CAP, en cuisine de façon générale, ou tu as une spécialité?
Non, non, le CAP, c'est vraiment la base, on va dire, de la cuisine traditionnelle française. Donc Ok, c'est d'apprendre toutes les process et les recettes un peu basiques. Et puis avec ces compétences-là, pouvoir développer la cuisine qui nous plaît, en fait. Mais à la base, non, c'est c'est classique. Enfin, un exactement. parcours assez généraliste, ouais, ok. C'est ça, ouais. Cool, excellent. Écoute, je prends note comme ça, si jamais il y a des aventures qui s'organisent, tu vois, c'est toujours chouette d'avoir quelqu'un qui aime et qui sait cuisiner. Euh, Bah, moi, c'est- c'est vrai que je cuisine un peu toujours la même chose pendant mes aventures, mais c'est c'est tellement primordial les repas enfin voilà, tous les besoins un peu primaires sont décuplés, donc la nourriture est hyper importante dans chaque aventure. Donc c'est vrai que j'essaye de toujours me régaler un maximum, mais avec des choses assez simples, quoi. Et puis quand on balade en nature comme ça, on a toujours un peu l'occasion de trouver des choses tout au long du chemin en montagne qu'on peut agrémenter, enfin qui peut venir agrémenter nos petits repas du midi ou du soir, quoi. Ça c'est ouais. sympa. Bon, je pense que tu vas nous en dire plus dès qu'on va rentrer dans le détail de ces 2 dernières aventures, mais c'est vrai que la nourriture en itinérance longue, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé avec, bah, tu les connais du coup, hein, puisqu'elles sont aussi dans l'association des marcheurs fous, mais avec, Béatrice et Jeanne, et c'est un point, tu vois, moi je j'ai jamais fait d'itinérance longue comme vous, donc j'avais pas forcément ça en tête, tu vois? Pour moi, la bouffe, bon, bah, voilà, j'achète un paquet de riz, puis quand je l'ai fini, bah, j'en rachète un autre, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, ça, enfin, c'est tout bête, mais ça a un énorme impact. Moi, de ce que j'ai pu voir, tu vois, quand je suis parti au Népal, par exemple, ça a été que 3 semaines. Mais à force de manger la même chose et dalbat tous les jours, j'en pouvais plus du riz, tu vois. Et en fait, Ouais, je cherchais qu'un truc, c'était d'avoir de la diversité, de la variété un peu dans ce que je mangeais. Donc, ouais. ça paraît Non tout mais bête, mais c'est un point à ne pas négliger. c'est hyper important. Après, c'est vrai que c'est propre à chacun. Moi, finalement, je m'éclate toujours autant à manger la même chose, alors que pendant 3 mois, enfin, j'en parlerai, mais je mange un peu toujours la même chose. Mais c'est vrai que c'est un point primordial dans une aventure pour une Ouais, réussite, c'est que on se fait plaisir, en tout cas quand on aime bien manger, donc peut-être pas tout le monde, mais pour ceux qui aiment bien se nourrir, c'est toujours le petit moment sympa, le midi ou le soir après une longue journée faite d'efforts et de différentes galères, de se retrouver, donc une fois que la tente elle est posée, autour d'un bon repas. Et outre cette partie-là, c'est moi je disais que je m'intéressais aussi pas mal à tout ce qui était nutrition. C'est primordial parce que c'est le seul carburant pendant une aventure de 2 3 mois, que ce soit à pied, à vélo ou en tout cas dès qu'on utilise ses jambes. Donc c'est hyper important de bien manger, et surtout sur 3 mois, on peut pas se permettre ouais, de, de, de négliger ce point-là, sachant que c'est ce qui nous fait avancer. Donc, que ça soit à faire, enfin, en tout cas, moi de mon côté, je fais assez attention en apport lipides, protéines, glucides, pour faire en sorte que d'un point, qu'on puisse sur du long terme, en tout cas, performer si on le veut, ou en tout cas juste continuer à avancer. En essayant de se blesser le moins possible et puis en faisant en sorte que notre santé elle soit pas impactée non plus parce que 3 mois c'est des périodes qui sont quand même relativement importantes voilà, ouais, dans le cheminement. c'est clair. Donc c'est C'est sûr que clair. ouais, moi c'est un sujet qui me botte bien. Alors justement, si on commence à rentrer un peu dans le détail de ces aventures, ou peut-être avant le détail d'ailleurs, comment est-ce que tu résumerais en une phrase l'idée qu'il y avait derrière ces 2 fois 3 mois dans lesquels tu t'es lancé? C'était quoi un peu c'est quoi la genèse? La genèse c'était un peu de me tester finalement sur du long terme, sur une aventure sportive et en pleine nature quoi. Donc un peu dans l'idée d'être hors d'une zone de confort qu'on a l'habitude de vivre au quotidien quoi. Et de voir un petit peu moi dans cet environnement-là, comment je m'y plais, euh, voilà comment oui comment mon corps et moi-même voilà se plaît dans ce type d'aventure quoi. Donc bon, si j'ai fait cette deuxième aventure, c'est que j'ai déjà des éléments de réponse par rapport à ça et que c'est je me sens plutôt bien dans cet environnement là quoi. Ok. Donc la Mais volonté oui, vraiment de se tester sur du long et en extérieur, en pleine nature. complètement, ouais. Sur la première aventure, c'était ça l'idée, c'est que j'ai toujours fait, enfin j'ai au fur et à mesure du coup des années, j'ai fait un petit peu de rando, donc de plus en plus longue, mais j'avais seulement fait, enfin au maximum une semaine d'itinérance.
Et quand tu lis des bouquins d'aventure ou que tu regardes des films d'aventure ou tu vois des explorateurs ou des aventuriers qui vont un peu plus loin, moi j'avais à mon échelle l'envie un petit peu de me tester là-dedans, sachant que voilà j'aime bien, je suis fan voilà, de tout ce qui est activité outdoor, quoi, donc le voir un petit peu sur du plus long terme et voir si ça me plaisait et puis voir aussi c'est tester aussi un autre mode de vie parce Ouais. que sur 3 mois, voilà, les habitudes de vie sont complètement chamboulées et puis ouais, c'est un environnement qui est complètement différent, en tout cas sur une période de 3 mois. Ouais. OK. Ouais, j'imagine. Enfin, je pense qu'on reviendra là-dessus, mais c'est aussi quelque chose, que j'avais déjà entendu, ce rapport au temps qui évolue, qui quand tu pars sur des aventures, des expériences qui sont aussi, enfin, qui commencent à être quand même sacrément longues, quoi. 3 mois, Ouais, effectivement, tu as le temps de faire un espèce de reset, j'imagine. ouais, carrément, ouais, carrément. Il y a ce rapport au temps, il y a ce rapport au confort, ce rapport à l'environnement. Ouais, ça change. Enfin, en tout cas, moi qui suis citadin et qui ai eu l'habitude de toujours vivre en ville, donc que ce soit à Lille ou à Paris, c'est sûr que ce type d'aventure d'un peu longue ouais, moyenne durée, on va dire, fait que tout est chamboulé par rapport à ce qu'on a l'habitude de Mmh. vivre au quotidien, quoi. Et c'est aussi, et je disais en présentation que j'étais assez curieux, je pense que cette recherche-là de vivre ce type d'expérience vient aussi de cette curiosité, quoi, de voir bon, est-ce que ça peut me plaire et puis est-ce que me challenger là-dessus, c'est quelque chose qui va me plaire et est-ce que je vais réussir du coup à terminer, quoi. Ouais. Alors justement, je pense que là, c'est bon, on a fait pas mal de teasing et les gens doivent se dire: «Mais OK, d'accord, c'était 3 mois, visiblement, c'était plus ou moins de la marche», mais dans le détail, si maintenant tu devais nous expliquer exactement ce que tu as fait et comment tu l'as fait, heu, tu commencerais par quoi? C'est quoi du coup Le le pro compte rendu? Oui. Mais déjà un peu la genèse du projet, vu que c'est la base, c'était que cette aventure devait être une aventure aux États-Unis, qui était la traversée donc du coup des États-Unis sur la partie ouest du Mexique au Canada. Donc c'est le fameux Pacific Crest Trail qui est connu en tout cas dans le monde de la marche longue distance. Donc ça c'était, je devais partir le 26 avril quoi, 2020. Donc on sait un peu tout ce qui s'est passé et puis cet épisode de Covid qui a fait il a fallu rebondir et moi j'avais vraiment j'avais quitté mon job un peu pour ce projet-là, hein. J'avais l'idée c'était ensuite de rester au Canada et vivre, j'avais eu mon visa, bon c'était un projet qui était d'un ou 2 ans. Donc j'avais toujours envie de vivre un projet de marche longue distance, donc j'ai rebondi sur une traversée de France qui était mon aventure de l'été 2020 du coup. Cette traversée de France, donc je l'ai faite à pied. Et l'idée, c'était de pouvoir toujours du sud au nord pour suivre un petit peu le, le projet qui était à la base aux États-Unis. Et donc je suis parti de Menton mi-juin dernier pour rejoindre Lille, donc du coup ma ville d'origine ou la ville où je vivais à ce moment-là quand j'ai quitté Paris en mars 2020. Pourquoi cet itinéraire? C'était que c'est un itinéraire qui traverse et qui longe du coup un beau massif, enfin différents massifs, donc les Alpes en premier lieu, pour ensuite donc continuer sur le Jura, les Vosges et ensuite des parties un peu plus plates, donc la Lorraine, les Ardennes belges et françaises, et puis ensuite arriver à l'Avinois jusqu'à Lille, quoi. Donc ça, c'était la première aventure avec comme ligne directrice, mais l'idée c'était de pas forcément suivre tout le temps de chemin-là et puis de personnaliser un peu ce chemin. Le GR5, OK. le GR5, donc du coup qui est un long chemin de randonnée qui va des Pays-Bas, de la Manche ou de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, quoi. Donc ça, c'est le premier projet qui a été commencé donc enfin qui a été commencé et terminé l'année passée. Donc c'était 77 jours de marche, il y avait 1800 kilomètres, et un peu pour moi la découverte de la marche longue distance, donc toutes, ouais, toutes ces composantes, donc des blessures, enfin une blessure assez rapide, et ensuite l'habitude de vivre sur une longue période dans sa tente en alternant du coup bivouac et nuit chez l'habitant.
j'avais toujours, et j'ai gardé un peu le même objectif cette année, c'est de faire en sorte d'avoir un budget hébergement qui soit à zéro. Donc l'année dernière, je pense que les seuls budgets hébergement que j'ai eu, c'était des bivouacs qui étaient à côté des refuges dans la Vanoise, parce que Hmm. bah, c'est quelque chose qui est obligé dans ce parc national. Mais cette contrainte, je me la mets pour plusieurs raisons. Donc c'est me forcer donc à faire un maximum de bivouac et bah, voilà, d'être dans un environnement de montagne, euh, proche de la nature, en déconnexion, enfin, ce que je vais rechercher. Donc du coup, sortir un peu d'un confort qu'on a l'habitude. Quand j'ai besoin du coup d'un peu plus de confort, ça me permet d'aller plus vers les gens pour pouvoir se faire héberger, quoi. Donc, pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans notre Ouais. quotidien, mais d'arriver dans une ville, d'aller, souvent j'avais l'habitude, je sais pas, d'aller au café PMU et discuter avec les gens et puis de dire bon bah quelqu'un, je sais pas, où est-ce que je pourrais poser ma tente ce soir, et puis après on sent très vite si les gens ont un intérêt ou pas. Donc voilà, c'était un des objectifs, c'était de faire un maximum de nuits en bivouac et chez les habitants, et ça a très bien fonctionné au final, quoi. Donc ça, cette aventure, je l'ai terminée en août dernier. Donc il s'est passé donc du coup toute l'année là où bah, en fait comme j'en parlais tout à l'heure, où je me suis reconverti donc dans le monde de la cuisine à travers des stages et des formations. Euh, et au fur et à mesure du coup de cette avancée, de changement de vie professionnelle, j'avais en tête toujours une idée de faire une autre longue marche, donc une nouvelle aventure de longue distance. Euh, donc le projet a un peu voilà, euh, mis du temps à arriver. En tout cas, bah, j'ai pris du temps à le maturer. Je me suis dit bon bah ça pourrait être sympa de traverser encore la France, donc de Hendaye jusqu'à Menton pour faire bah, du coup une autre partie, découvrir un nouveau massif de montagne, donc les Pyrénées que je connaissais pas du tout. Et pareil, au fur et à mesure des jours et du cheminement sur ce projet-là, je me suis dit bah euh, comment je peux arriver à Hendaye, donc forcément différentes options plus ou moins faciles, que ce soit la voiture ou le train. Et c'est là où est venue l'idée donc d'y aller en vélo, ce qui me permettait du coup de faire ce Tour de France qui, pendant l'aventure CV de traverser France, je me suis dit bon, ce serait peut-être sympa un jour de faire la côte ouest, ensuite voilà, sur plusieurs mois de faire ce Tour de France. Donc oui, voilà, j'ai eu l'idée du vélo. Bon, j'avais jamais, bon, un peu comme la marche longue distance avant, j'avais jamais fait de vélo en itinérance. Et donc c'est pour ça que voilà, je me suis dit bah, pourquoi pas se lancer. J'ai l'habitude du bivouac, il suffit juste bon, au lieu de marcher, de rouler. Euh, et pour ça, donc j'ai voulu longer vraiment tout le littoral. Donc je suis arrivé à côté de Dunkerque en parlant de l'île, et ensuite j'ai longé toutes les côtes, donc la Normandie, fait le tour de la Bretagne pour récupérer ensuite la côte atlantique et arriver jusqu'à Hendaye, quoi. C'est comme Waouh. ça qu'est né un petit peu ce projet-là, ouais. Et, euh, et là, je le considère vraiment comme un projet. Donc, autant l'année passée, je l'ai fait pour un kiff perso, pour voir un petit peu en termes de dépassement de soi et d'aventure, voilà, me faire plaisir, on va dire. Je me suis dit comment je peux, à mon échelle, profiter de ce projet-là pour passer un message. Et je disais donc en introduction que les sujets environnementaux donc me touchaient et m'intéressaient actuellement. Du coup, à travers ce projet-là où je longeais beaucoup l'océan, j'ai voulu communiquer sur l'importance en fait de l'océan sur notre monde, et du coup comment notre mode de vie actuel avait un impact donc sur la biodiversité et cet océan. Donc tout au long du projet, voilà, j'ai communiqué sur différents sujets de nos modes de vie, les différentes solutions pour faire en sorte que dans les années à venir, on ait un mode de vie un peu plus propre. Donc Hmm. c'était ça un peu l'idée du projet, donc qui me permettait d'avoir un aspect aventure et en même temps de communiquer sur des sujets qui me, qui me tenaient à cœur, quoi. Donc, Excellent. ouais. Et sur le vélo, peut-être, est-ce que tu as suivi, tu t'es fait ton propre itinéraire ou tu as suivi une route européenne ou parce que je crois qu'il y a des, en tout cas, comment est-ce que ça s'appelle, de Roscoff à.
De Euh, Enfin, j'ai emprunté du coup cette route-là qui est l'Eurovélo 1. Ah, la 1, Euh, ok. ouais, il me semble, la 1 ou la 4, je sais jamais, parce que du coup j'ai emprunté les deux et je sais jamais, mais qui va de Roscoff jusqu'à assez, un peu plus au nord, il me semble. En fait, j'ai créé mon itinéraire moi-même, donc j'utilise l'application Komoot qui permet assez Ouais, facilement de faire son trajet, c'est hyper intuitif et c'est facile. Et je savais que sur cette partie-là, en fait, donc de Dunkerque jusqu'à Roscoff, il y avait la vélo maritime, donc qui est le sentier en France, et la vélo maritime du coup est un des sentiers de l'Eurovélo 1, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais un peu un mix donc sur cette partie-là, la vélo maritime, qui est balisée, que je suivais pas tout le temps, parce que moi mon but c'était juste de suivre la côte, de temps en temps la vélo maritime rentre un peu dans les terres, et du coup c'était pas mon objectif, mais via l'application Komoot j'ai réussi du coup à faire cette partie itinéraire. Ensuite le tour de la Bretagne, il n'y a pas vraiment de tracé spécifique, donc c'est un tracé que j'ai fait moi-même via Komoot, toujours avec l'idée de voilà d'être un maximum au plus proche du littoral, donc ce qui fait que c'est clairement pas la route la plus courte que j'ai choisi de prendre parce qu'elle ça fait 2500 km, mais ce qui me permettait de moi découvrir un maximum de coins en France que je connaissais pas du tout, dont la Bretagne qui est hyper sauvage et que je conseille. Et ensuite, à la fin de ce tour de la Bretagne, j'ai récupéré l'Eurovélo 4 ou l'Eurovélo 1, du coup, je sais plus, mais qui est la Vélodyssée en France. C'est un chemin, donc du coup, pareil de cyclisme qui va de. Ah bah non, mais c'est ça, de Roscoff jusqu'à Hendaye. Ouais, ok. c'est ça. Et moi qui j'ai récupéré à Saint-Nazaire. Donc cette partie-là, moi je l'ai faite tout en juillet, j'ai mis 23 jours pour descendre jusqu'à Hendaye. C'est assez chouette de découvrir une nouvelle discipline que je connaissais pas, de voir un petit peu qu'est-ce que ça faisait de rester 6 à 8 heures par rapport à la marche sur un vélo. J'ai essayé de rester assez minimaliste en termes d'équipement pour être le plus léger possible et puis avancer pouvoir voilà, faire un maximum de kilomètres par jour et arriver entre 20 et 25 jours à Hendaye pour commencer finalement le projet qui était la base, donc de faire un chemin de longue randonnée, enfin un deuxième chemin de longue randonnée, quoi. C'était super chouette. Ça fait une Euh, sacrée phase d'introduction au projet quand même, 23 jours. c'est bien, ça permet de prendre le temps de, Ouais, de se mettre en condition physique aussi. Bon, après, c'est pas les mêmes efforts entre le vélo et la randonnée, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de courbature pendant une seule fois sur le vélo où je faisais entre 100 et 120 km par jour. Et les 2 premiers jours de randonnée, j'étais complètement cassé. ah ouais, Avec des courbatures, mais c'est assez sympa du coup de tester du coup différentes disciplines et de voir un petit peu en termes d'efforts les, comment voilà les différences qu'on peut avoir. C'est vrai que le vélo c'est un sport qui est du coup porté où c'est beaucoup plus doux pour l'organisme et en même temps c'est aussi beaucoup plus dur je trouve moi de faire des journées de 10-12 heures de vélo quoi. J'en suis encore ouais. incapable alors qu'en randonnée c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus naturel et donc du coup on a plus de facilité à si on est en forme physiquement à pouvoir marcher ou selon l'allure à laquelle on va de marcher 10 à 12 heures quoi. Mais c'était super cool pour plusieurs raisons. C'est que ça permet quand même de faire des kilomètres, donc du coup de voir vraiment très vite des changements de paysage. J'ai du coup découvert des coins qui sont très sauvages. J'ai fait pas mal de rencontres aussi. J'ai fait 22 nuits, donc du coup 11 nuits en bivouac et 11 nuits chez l'habitant. Ce qui fait que c'est assez génial de pouvoir rencontrer sur le trajet les différentes personnes, d'autant plus quand on voyage tout seul, ça, ça fait de belles rencontres. Ouais. Et voilà, ça m'a bien mis aussi en condition pour commencer fin juillet, c'est la traversée des Pyrénées. Ok, donc belle phase d'introduction. Effectivement, j'imagine que quand tu es arrivé à Hyundai, tu étais affûté, en J'étais tout cas affûté, ouais. prêt pour la suite, ouais. Ouais. Un peu Et, cramé ouais. et affûté en même temps. Ouais. Et alors justement, j'allais dire la deuxième partie du projet, ben non, tu l'as dit, c'était le vélo, c'était l'intro. Donc C'est le ça. projet, ensuite de Hendaye à Menton, À Menton, ouais. c'était combien de kilomètres sur le papier?
Sur le papier, c'était 1800 km Ah et oui, 65 000 mètres de dénivelé. Donc c'était plus ou moins la même typologie que les Alpes l'année dernière, où il y avait 1800 km et également 65 000 mètres de dénivelé. Il y a toute la partie dénivelée qui finalement se trouve au début sur les Pyrénées, avec entre 45 et 50 000 mètres de dénivelé sur 700 km. Et ensuite, donc le reste de la traversée jusqu'à Menton, où il restait un peu plus de 1000 km mais avec du coup euh, comment dire, des sentiers un peu plus roulants, quoi. Donc ok. j'ai commencé, ouais, c'est traverser les Pyrénées donc fin juillet. Il y a différentes possibilités, en fait, différents moyens de traverser les Pyrénées. Les plus courants, on va dire, c'est le GR10 et le GR11. Donc le GR10 qui est un chemin de randonnée côté français, le GR11, le chemin de randonnée qui permet là, de traverser côté espagnol. Et il y a un autre chemin donc qui est un peu au milieu entre les deux et qui va utiliser de temps en temps un tout petit peu de GR10, un peu plus de GR11 et surtout plein de sentiers non balisés et qui reste beaucoup plus en montagne en fait. Donc pour un peu comparer, donc la HRP, la Haute Route des Pyrénées donc, que j'ai faite, fait 650 à 700 km en fonction des chemins par où on passe et 45 000 mètres de dénivelé. Je pense, si je dis pas de bêtises, que le GR10 fait 900 km et 65 000 mètres de dénivelé parce que du coup il y a beaucoup plus tendance à aller en vallée et redescendre Ouais, ensuite remonter en montagne. waouh. Donc, ouais, En cette termes de dénivelé, c'est énorme, hein. Pour celles et ceux à qui ça parle pas trop, 65 000 mètres de dénivelé, ça fait plus de 7 fois l'Everest, mais depuis le niveau de la mer. C'est-à-dire que l'Everest, c'est impressionnant quand on voit les récits, mais les gens partent du camp de base qui est déjà à 5000, peut-être 5400 mètres, quelque chose comme ça, de mémoire, ou 5003. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont 3000 mètres de dénivelé à faire. Bon, évidemment, il y a les conditions atmosphériques, enfin, l'oxygène, etc. Mais donc, se frapper ça au final, quoi, 70-80 jours là aussi. C'est ce que tu as fait in en fine 30 jours là. 30 jours, en 30 jours. ouais, enfin, Ah sur la ouais. partie Pyrénées, hein, sur la Ouais, partie voilà, Pyrénées. sur la partie Parce que Pyrénées. Waouh. finalement, ouais, je vais expliquer un peu après, mais le projet a évolué en cours de route. Mais ouais, la partie Pyrénées se fait en 30 jours. Euh, ouais, on va dire que les gens qui partent sur la haute route des Pyrénées sont des gens qui ont souvent un peu d'expérience de randonnée, longue distance. La plupart des gens que je rencontrais avaient déjà fait du coup plusieurs longs sentiers, que ce soit le PCT ou d'autres. Ce qui fait que voilà, c'est des gens qui sont un peu aguerris, on va dire, et qui ont l'habitude de faire des 20, 25, 30 km par jour en fonction du nombre de dénivelés. Donc on va dire que tout le monde le fait, enfin la plupart des gens le font entre 30 et 35 jours. Euh, c'est assez intense pour plein de raisons, donc physiquement, parce que c'est ça, c'est que ça monte et ça descend quotidiennement, quoi. Donc on va passer 5 heures à monter un col pour 5 heures à redescendre un autre col, et puis tous les jours c'est un peu la même chose. Ce qui est assez incroyable, c'est euh, très peu de sentiers, enfin les sentiers sont pas balisés en fait, donc on suit des cairns, donc qui sont des petits tas de pierres dans la montagne, et donc ce qui fait que les Pyrénées, c'est quand même vachement rocailleux, donc on est toujours à regarder un peu où on met ses pieds, et en même temps à savoir est-ce qu'on est sur le bon chemin, parce que les cairns peuvent nous indiquer la route, mais peuvent aussi indiquer Ouais. la route vers un sommet, et bon voilà, et quand on regarde la montagne de loin, souvent quand on voit un col, c'est difficile d'appréhender exactement l'endroit où on va passer, tellement ça paraît, on pense qu'il n'y a pas de chemin, quoi, mais plus on s'approche, plus on trouve un chemin. Et en termes d'autonomie, bon, c'est des étapes qui font entre 3 et 4 jours d'autonomie, et le maximum qu'on ait pu faire, alimentaire, je veux dire, et le maximum qu'on ait pu faire, c'était 5 jours, je pense. Donc, mais c'est un parcours qui est juste exceptionnel, où les Pyrénées, il y a enfin, une diversité de paysages qui est juste incroyable. Et donc on change constamment en fait d'environnement et de paysage. Quand on commence au niveau du Pays Basque où tout est vert avec de la moyenne montagne, on va dire, puis on arrive ensuite tout autour du pic Mizzoso, il y a un peu plus de lacs où ça commence à être la haute montagne, et ensuite après Gaverny où là on rentre dans le Luchonnet où c'est vraiment costaud et intense où il y a que des cailloux pendant 5 jours, quoi. Donc c'est juste incroyable et c'est lunaire en paysage, et en même temps c'est juste déprimant de se dire on en peut plus, quoi. Et c'est assez intense physiquement aussi.
et mentalement de toujours chercher son chemin dans des cailloux, quoi. Ouais. Et, et Sachant que tu avais ensuite, combien sur le dos là pour les Pyrénées? sur le dos, j'avais entre 7 et 8 kilos, donc ça c'est juste l'équipement sans la nourriture et l'eau. Et en nourriture, comme je partais sur 3 à 5 jours maximum, je devais en avoir allez, 3 kilos, 3 kilos 5 de nourriture. Et en eau, ce qui est assez facile par contre de ce point de vue-là dans les Pyrénées à cette période-là, c'est que y a tout le temps de l'eau, quoi. Donc moi je gardais juste entre 30 et 50 centilitres d'eau, Ah oui. ce qui fait que bah, ça fait très peu en poids et c'est ça aussi, je pense que plus on randonne, plus du coup bah, on fait attention à ce genre de choses bah, on dit toujours un peu qu'on emmène ses peurs dans son sac à dos, quoi. Donc c'est Ouais. avoir un peu le bon équilibre entre voilà, qu'est-ce que c'est tes peurs et est-ce qu'il y a vraiment réellement des peurs derrière ça, enfin, et puis et la sécurité qui forcément mais donc au global j'irais oui entre 11 et 12 kilos sur le dos, ce qui est correct. Bah, comme je disais au début, les 2 3 premiers jours j'avais des courbatures régulièrement, enfin, mais après le corps s'adapte assez vite à cette charge supplémentaire, mais c'est vrai qui arrive un peu du jour au lendemain, quoi. Donc forcément musculairement le corps est pas forcément préparé à grossir, on va dire, de 10-13 kilos du jour au lendemain. Ouais. Ouais. Ce Surtout qui avec le dénivelé quoi. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ouais. Ce qui amène souvent à des blessures, et moi je suis un peu spécialiste là-dessus, où bah, du coup là je me suis blessé sur cette partie-là. Pendant 10 jours j'avais une tendinite à la cheville, et j'avais eu exactement pareil sur les Alpes l'année dernière au niveau du genou, quoi. Mais c'est aussi assez intéressant de voir comment le corps arrive à combattre un petit peu que je me suis pas arrêté de marcher, mais finalement, à partir d'un moment, le corps a l'information de se dire bon allez, faut aller soigner dans cette zone-là. Et du jour au lendemain, on n'a plus rien, quoi. Donc Ah, du jour au lendemain, ça a été pour toi? oui, bon après ça a duré 10 jours, hein, 10 jours où du coup c'est Ouais. des doutes tous les jours, où la cheville elle double de volume, où on met les pieds en l'air, où pour refaire un peu circuler le sang, dès qu'il y a une rivière ou un lac, je trempais mes pieds dedans bah, pour refroidir un maximum, quoi. Mais euh, c'était assez ouais, rigolo entre guillemets, c'est que moi j'avais pensé un soir arrêter l'aventure parce que ça faisait 8 ou 9 jours où, où cette blessure ne voulait pas se réparer. Donc c'est assez moralement c'est assez dur où quand là sur cette période-là je marchais avec 2 autres personnes où eux ils galopent et toi t'es un peu à la traîne derrière, quoi. Et finalement, le lendemain, bah, c'est à partir de ce moment-là où la blessure a commencé à diminuer en intensité jusqu'à disparaître, quoi. Donc bon, c'est La résilience. Le ouais, corps la est une résilience. machine Ouais, ouais, incroyable. c'est ça, ouais. Et oui, c'est vrai que ce qui est aussi, je pense, un peu, je sais pas si c'est ce qu'on recherche, mais en tout cas, c'est ce qui se passe souvent dans ce genre d'aventure, c'est que les émotions sont fortes, peuvent être très très hautes et très basses. Mais ouais, avec en faisant preuve de résilience, on arrive finalement à vaincre un petit peu ses douleurs ou ses blessures et puis arriver à son but, quoi. Mmh. C'est super intéressant cette notion de être OK sur le fait que, bah, là, ça fait mal, mais être OK aussi sur le fait que, il y a encore de la marge pour continuer, et Carrément, ouais. savoir s'arrêter au moment où, bon, là, ça devient critique, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair, c'est pas évident et j'ai encore énormément de progrès à faire là-dessus parce que moi j'ai vraiment du mal à m'arrêter, quoi. Et je pense que je m'arrêtais toujours un peu au dernier moment. Donc pendant ces 10 jours de douleur, j'ai fait 3 demi-journées du coup de off, enfin c'est que bah, du coup tu t'arrêtes de marcher ou tu te reposes dans un village ou en montagne, peu importe. Et sauf que la douleur, je l'avais senti arriver un peu avant et j'aurais dû m'arrêter avant, quoi. Mais c'est intéressant du coup avec le recul de se dire bon, euh, dans la gestion un petit peu de cette douleur, bah, moi en tout cas dans la gestion des blessures, j'ai encore du progrès à faire, mais je sais que bah, je suis en montagne pour marcher, j'adore marcher et ça m'embête en fait de rester au même endroit, quoi. Et donc Ouais. du coup, ouais, c'est pas évident, mais ça fait partie aussi du coup des aventures longue distance, ouais, c'est clair, ouais. De Mmh. savoir gérer un petit peu ça et comme tu disais, de jauger si est-ce que là, si je continue à marcher, est-ce que ça va pas être rédhibitoire et je vais complètement me casser et donc ne plus savoir Ouais. partir. Ouais. Et le corps est bien fait quand même là-dessus, parce que moi j'avais l'impression de forcer, mais bon, en faisant les soins qu'il fallait en parallèle,
il y a un moment où l'information est comprise et puis le corps va soigner au bon endroit, quoi, au bon moment aussi. Et alors en parlant d'adaptation, des facultés d'adaptation du corps, comment est-ce que ça s'est passé la transition entre, 20 jours de vélo où tu disais c'est un effort, quand même, bon, très différent de la marche, Mmh. et puis d'un coup, tu vois, du poids à porter, beaucoup de dénivelé, et Et un environnement qui est plus tout le même? ouais, ça s'est dans l'ensemble bien placé. C'est vrai que c'est assez compliqué, enfin c'est compliqué. 23 jours de vélo, c'est vraiment le vélo, c'est un sport d'endurance. C'est que on est sur un effort où, le rythme cardiaque est vachement bas, donc du coup on dépose enfin voilà, en termes d'endurance, on prend en 23 jours en tout cas, énormément de forme et du coup, j'arrive un peu au début de la HRP où, j'ai une bonne caisse physique, on va dire, mais il faut toujours faire attention au début à pas partir trop fort parce que voilà tout la blessure que j'ai eue par exemple à la cheville, c'est que du jour au lendemain on change de sport, il y a un poids du coup qui est plus important sur les épaules, il y a beaucoup de dénivelé donc du coup c'est sûr que les genoux et les chevilles sont impactés par tout ça. Ouais, Euh, Comment on gère? Je pense qu'il faut essayer de voilà, de pas partir trop vite, de faire attention à ça. Là aussi, moi, je les 2 aventures où je commence un peu trop fort, où on est un peu, dans une dynamique où, sur cette partie-là, on est une dizaine à être partis, à 2-3 jours d'intervalle. Donc tu commences à te rencontrer, tu commences à marcher un petit peu, une demi-journée, quelques heures avec des personnes, ensuite tu marches tout seul et tous les 3-4 jours, tu rencontres ces personnes, dans le village de ravitaillement et donc tu es pris aussi dans un engouement, dans un esprit de groupe, même si on voyageait pas tout le temps ensemble. Et il faut savoir de temps en temps s'écouter et de se dire bon non stop, allez là je laisse le groupe partir, je me repose moi et puis ensuite on verra. Ensuite peut-être qu'on se rattrapera et souvent en fait on se retrouve parce que ces personnes-là vont faire une journée de repos un peu plus tard ou feront des plus petites journées. Donc il y a toute cette partie-là ok, c'est un gros changement, enfin c'est un changement où il faut s'adapter. Et aussi c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est complètement différent, où sur la partie vélo, on reste quand même très proche des villes. Tous les midis, ouais, moi je mangeais, d'un point de vue logistique, c'est beaucoup plus facile. On est toujours à proximité d'un village et en plus on a un vélo qui nous permet de faire plus de distance facilement. Et donc là, on est en montagne et donc faut s'adapter, faut s'organiser. On sait que voilà, on part pour, je sais pas moi, euh, X kilomètres, ça va nous faire 3-4 jours. Donc c'est vrai que d'un point de vue organisation, il y a un peu plus de logistique à faire sur la partie randonnée, sachant que on est dans un environnement aussi montagneux qui est plus hostile, on va dire, que l'environnement dans lequel on est habitué. Donc il faut être capable de bien s'organiser pour prendre un minimum de risques, quoi. Bien que ouais. bon, en France, en tout cas en Espagne sur cette partie-là, c'est pas non plus des environnements sauvages où pendant des centaines de milliers enfin, des centaines de kilomètres, on va pas voir un village, quand on arrivera toujours à s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est des éléments à prendre en compte aussi. Et le fait aussi que c'était 30 jours sous la tente, 30 jours sans véritable douche, à doucher à la rivière, à laver les vêtements à la rivière, et donc c'est clair que c'est quelque chose encore qui est bien différent versus le vélo où j'ai pas mal été invité chez les gens. Mais ce qui est incroyable, et moi ce qui me passionne dans ce type d'aventure, c'est à quel point le corps est capable de s'adapter. C'est que Mmh. faire 30 jours à se laver à la rivière, l'eau au début elle est froide, et puis pendant 30 jours du coup c'est complètement en extérieur, en altitude aussi. Et finalement le corps s'adapte très très bien, quoi. Et de cette zone d'inconfort, moi je m'en suis fait un, un, un vrai confort en fait, de dormir dans ma tente sur mon matelas et me doucher tous les soirs, et c'était à la rivière, c'était juste un kiff, quoi. Et je pensais pas que sur autant de temps, euh, j'allais prendre toujours autant de plaisir sans jamais avoir le besoin de me dire tiens j'arrive dans un village intermédiaire, est-ce que je me prends une nuit d'hôtel? Alors moi c'est toujours pareil, c'était pas c'était pas dans mes objectifs mais où est-ce que je vais pas essayer d'aller dormir chez Habitant? Mais c'est la première année, en tout cas c'était l'année dernière, j'avais plus le besoin de ce confort-là où je voulais pas du tout, quoi, où c'était très bien Ouais. d'être en montagne et d'avoir cette déconnexion de ce qu'on a l'habitude de vivre, quoi. En tout cas, Et chapeau parce que c'est vrai que, hem,
c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait que tu t'es vite rendu compte que bah, t'as pas, tu vois, le fait de prendre une douche, par exemple, ça t'a pas forcément manqué ou le confort de manière générale. Mais au bout d'un certain temps, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais pu vivre bah, justement sur ce trip au Népal. Mais la différence par rapport à toi, c'est que moi, il n'y avait pas trop le choix en fait. Tu vois, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment cette tentation où Mmh. je pouvais me dire ah bah tiens, je passe dans un village, il y a des douches chaudes, il y a un supermarché, il y avait Carrément. pas trop le choix, tu vois. Donc quelque part, moi ça m'allait bien parce que bah voilà, tu vois comme toi, j'ai pas pris de douche pendant 3 semaines, les chambres enfin les chambres, les les 4 murs avec Mmh. une plaque de tôle, entre lesquels je dormais, bah, ils gelaient la nuit. Donc, tu vois, c'est vrai que tout de suite, ça te fait vraiment relativiser sur ce qu'on pense être nécessaire en termes de confort. Et en fait, tu te rends compte que, bah, 3 semaines sans prendre une douche au sens, la douche qu'on prend tous les Ouais, jours, bah, là, ça veut pas dire que carrément, tu es ouais, un crasseux, quoi. C'est juste que exactement. tu t'organises différemment. Et puis, en fait, tu te rends vite compte que, bah, ton pantalon, il a peut-être pas besoin d'être lavé tous les jours, quoi. Tu vois? Par Mais rapport à ouais, quand ouais, tu vas au taf. ouais, mais carrément et donc du coup, enfin, moi, je trouve ça assez, enfin, hyper intéressant de tester ce genre de truc et de voir, comme tu dis, à quel point, Ouais. ben, on est capable de s'adapter et ouais, de vivre, sans enfin, de trouver cette moi, j'ai vraiment trouvé cette situation confortable Ouais. et le fait de faire ça pendant 30 jours d'affilée, beh, ouais, j'ai vraiment eu l'impression à la fin de l'aventure que c'était un peu devenu mon mode de vie, quoi. Ouais, ouais. Où j'avais un peu switché et je reprends souvent, ouais, les termes de nomadisme, mais j'avais un peu la sensation d'être revenu à ce mode de vie-là, alors que que je connais pas, mais voilà, que j'ai pu entendre où tous les jours tu te déplaces, tu dors pas au même endroit et puis, ton seul but, c'est juste, bah, voilà, de trouver la nourriture, quoi. Après bon, Mmh. c'est vrai que nous, c'est quand même un peu plus facile où voilà, il y a des supermarchés, dès qu'on arrive dans un village et donc là-dessus, mais de temps en temps, on a des surprises aussi, on est arrivé dans un village où, bah, l'épicerie était vraiment, ultra minimaliste et on devait repartir pour 4 jours, bah, finalement tu dis: «Bon, bah, je prends ce qu'il y a» et tu t'adaptes et puis, tu manges froid pendant 4 jours. Ouais. Mais pareil, voilà, moi, c'est une nouvelle contrainte et puis, tu testes et puis finalement tu dis: «Bon, ça va». Alors oui, c'était pas le grand kiff, quoi, mais tu t'adaptes, quoi. Et puis tu prends du plaisir avec autre chose, avec, voilà, les rencontres et l'environnement dans lequel tu es, quoi. Et puis, et du coup, c'était assez, bah, ouais, je pense que ça se voit là, je discute pas mal de cette partie, haute route des Pyrénées, mais c'était juste une expérience, qui était incroyable de par les rencontres que j'ai pu faire et de par, voilà, le fait d'être 30 jours en pleine montagne, un peu coupé du monde, avec des gens du coup qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui ont ce même besoin de, de se dépasser physiquement et en même temps d'être reconnecté à la nature et puis voilà, bah, c'est assez incroyable. C'est une belle Waouh. expérience, ouais. Ouais, en tout cas, ça s'entend, hein, que visiblement ça a été vraiment, un chouette, début de projet, Mmh. après la phase d'introduction de 23 jours de vélo. Et du coup, la suite, à quoi est-ce que ça a Ouais. ressemblé? Alors la suite, donc j'ai fait 30 jours de cette traversée au niveau du pic du Canigou. Moi, je suis pas allé jusqu'à Banyuls, donc qui termine la traversée des Pyrénées. Ouais. J'ai un peu du coup, bifurqué sur le GR36, qui me permettait en fait, bah, de récupérer un chemin de randonnée sans forcément randonner le long du littoral, ce qui est pas très, ce qui est bien à faire à vélo, mais en randonnée forcément on est proche de la civilisation, c'est pas forcément ce qu'on recherche, quoi. Et finalement, moi, j'ai pas bien vécu parce que bah, au bout de 3 ou 4 jours où j'enchaînais les journées, donc bah, j'étais vraiment en forme, il y avait beaucoup moins de dénivelé, où je faisais entre 40 et 45 kilomètres par jour. J'ai enchaîné ça 4-5 jours d'affilée. Mais donc c'est ce GR36, c'est en Occitanie, dans le département de l'Aude. C'est le sentier des Cathares en fait, donc du coup il y a pas mal d'anciennes ruines de châteaux d'antan. C'est un sentier qui doit être magnifique, mais que j'ai pas réussi moi à, à apprécier parce que bah, quand on quitte un environnement qui est grandiose comme les Pyrénées, donc de haute montagne avec beaucoup d'eau, beaucoup de lacs, bah, un environnement moi que j'apprécie beaucoup. Là, je suis arrivé dans un sentier où il y avait personne, où les villages étaient assez morts, où
très sec également, il y a eu pas mal d'incendies dans ces zones-là, et j'ai pas du tout trouvé de plaisir, et donc du coup je me suis pas mal posé de questions, quoi. C'est arrivé au fur et à mesure des jours, et je me suis dit bon, toujours une question, est-ce que j'arrête le projet? Ça me plaît pas. Est-ce que je le fais juste par défi ou pour continuer? Et c'est là où l'option du coup vélo est un peu revenue, où bah, si mon vélo était toujours à Hendaye, j'avais toujours cette option-là de me dire bon, je peux terminer ce Tour de France à vélo sur cette partie-là, sachant que bah, jusqu'à Menton, ça aurait été forcément des paysages un peu différents, mais ça aurait été un peu dans la même lignée où bah, c'est pas énormément de dénivelé, c'est pas de montagne, et je me suis rendu compte que moi, ce qui m'animait sur la marche à pied, c'était vraiment d'être dans la montagne, quoi, dans un environnement Hmm. qui est dur, hostile, mais en même temps qui m'apporte tellement, enfin, qui m'apporte tellement de choses personnellement, quoi. C'est pour ça que j'ai pris la décision, donc là, on était plus ou moins fin août, ouais, d'aller récupérer donc en train mon vélo qui se retrouvait en Daille, et de redémarrer finalement à l'endroit où j'ai arrêté la rando, donc qui était entre Narbonne et Carcassonne. Et j'ai continué du coup à vélo jusqu'à Menton, cette partie-là, quoi. Donc petit changement, et je trouvais ça sympa aussi de s'adapter, de faire évoluer le projet et puis de le faire en fonction des envies, quoi. Le seul point un petit peu négatif de ça, c'est que j'avais plus du tout mes sacoches qui Ah, et qui oui. étaient là. Du coup, je me suis tapé les 8-10 derniers jours avec le sac de rando sur le dos, donc je déconseille quand même, parce que c'est pas toujours une partie de plaisir. Et là aussi, la résilience était là, parce que ouais, tous les heures et demie, je m'arrêtais, je me disais, je peux plus remonter sur le vélo, c'est pas possible, quoi. Mais il fallait continuer à avancer, et puis, mais bon, ça fait partie du trip, et puis j'ai voulu du coup changer, donc bon, après j'étais pas prêt d'un point de vue logistique pour faire ça, mais c'était chouette quand même, quoi. Et puis ça a permis de voir aussi des beaux coins sur ce côté-là, même là-bas, du coup la Côte d'Azur par exemple, que je connaissais pas du tout. Et à vélo au mois de septembre, où il fait un peu moins chaud, où il y a un peu moins de touristes, c'était super chouette également. Et donc là, tu l'as fait par des itinéraires, même chose, tu es allé sur Komoot et tu as cherché des Ça, petites routes secondaires pour pas avoir trop de trafic, ou parce que ouais, même en septembre, il peut encore y avoir, enfin c'est quand même assez touristique toute la Côte d'Azur, donc ouais, exactement, c'est ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à Marseille. Oui, il y a pas vraiment. Alors j'ai suivi un peu le canal du Midi, qui est un sentier enfin qui est un chemin de cyclisme assez réputé, qui va de Toulouse jusqu'à Béziers, il me semble, ou un peu après jusqu'à Agde. Ensuite, il y avait un petit peu de Via Rona, si je dis pas de bêtises. Et mhm. une fois que passé la Camargue et donc du coup l'estuaire du Rhône, là j'ai pris un sentier de vélo, voilà, pour éviter, enfin pas en passant par les petites routes, quoi. Ça n'a pas été toujours forcément facile, hein. Il y a eu des moments où j'étais sur de la nationale avec des camions en 90 km/h à côté, mais c'était Hmm, pas assez cool peu de ça. temps, quoi. Non, non, c'est pas toujours très chouette, et c'est là aussi que tu vois que en France, on n'est pas encore complètement adapté, en tout cas hors des villes, sur la pratique du vélo. Et ensuite, depuis Marseille, ça s'est plutôt bien fait. J'ai vraiment longé le littoral au maximum, et c'est toujours plutôt des petites routes. Et c'était chouette, c'était chouette. Ça a permis voilà, de faire voilà, j'avais mon petit rythme entre 100 et 120 km par jour, et ce qui fait que, bah, en fait, à vélo, voilà, les 800-900 km qui me restaient se font assez vite, en fait. Donc je suis Hmm. arrivé, ouais, il y a 15 jours environ à Menton, ouais, pour, Et sur la section vélo après Marseille, tu as réussi à maintenir ton rythme nuit en bivouac, nuit chez l'habitant? ouais, exactement, en fait. Du coup, à Marseille, j'ai allégé un petit peu mon sac chez une amie qui habitait là-bas, ce qui fait que j'étais parti sans équipement de bivouac, enfin sans tente, en me disant, et c'est là aussi qui est assez, plus on avance dans l'aventure, plus du coup tu te testes aussi sur un peu moins de confort. Et ce qui fait que bah, j'ai fait les premières nuits à la Belle Étoile, en ayant regardé la météo avant, mais donc du coup on se dit bon, est-ce qu'on a réellement besoin d'une tente finalement? Dans le sud de la France il fait beau, et donc j'avais juste mon matelas et mon duvet. Et donc j'ai fait 2 nuits à la Belle Étoile et une nuit chez l'habitant. Et donc cette nuit-là je l'avais faite via bah, les réseaux sociaux, qui sont pas mal, qui ont quand même un bon avantage de ce point de vue-là, c'est que les gens suivent ton aventure, et donc du coup bah en fonction d'où tu passes te proposent
de dormir. Donc ouais, sur cette partie-là, j'avais fait 2 nuits à la Belle Étoile sur la plage et une chez l'habitant. Ouais. Hmm. Ça paraît tout bête quand tu le dis, tu vois, et peut-être pour celles et ceux qui ont jamais tenté ce genre d'aventure, quand tu y réfléchis pas trop, tu dis ouais, bon, ok, dormir à la Belle Étoile ou dormir chez l'habitant, mais en fait, quand ça t'arrive et que tu te retrouves à faire ça, tu te rends compte que c'est pas aussi simple quand même. Donc je trouve ça. Je te posais la question parce que la Côte d'Azur, bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sauvage en France, C'est clair. Ouais. surtout en septembre. Donc, C'est pas hyper simple. C'est pas hyper simple. C'est pour ça que ouais. la nuit chez l'habitant, elle était vraiment la bienvenue. C'est pas, ouais. C'est aussi du coup la différence un peu entre le voyage à vélo et enfin en tout cas pour moi la randonnée. La randonnée, quand t'es en montagne, bah tu poses pas de soucis quoi. Tu vois un beau lac, il est l'heure de se poser, tu poses ta tente. À vélo, du coup, il y a plus de contraintes. On est plus proche de la civilisation. Il y a certaines plages ou du coup ou endroits qui peuvent être soit agricoles ou soit du coup proches des villes où tu peux pas. Sur la période de septembre, la nuit se couchait du coup un peu plus tôt, ce qui fait que bah, pour la nuit à la Belle Étoile, c'est un peu plus facile. Moi, enfin, du coup, il fait noir plus tôt et donc du coup, bah, les gens rentrent plus tôt chez eux et puis t'es plus vite non visible quoi. C'est euh, c'est pas interdit, je pense, c'est plus ou moins toléré quoi. En fait, on peut rien, Hmm. enfin, voilà, il peut rien, enfin, on peut pas se faire verbaliser si on dort à la Belle Étoile, mais c'est vrai que sur cette partie-là en plus, qui est un peu plus huppé, on va dire. C'est peut-être pas le bienvenu de voir des gens comme ça, mais ça s'est bien fait. Il y a eu une nuit dans les Calanques où on n'a pas le droit de bivouaquer Ouais. avec une tente dans les Calanques, mais rien ne nous empêche de poser un matelas et voilà. L'idée, mais ce que j'essaye toujours de faire dans ces périodes-là, c'est le but, c'est de gêner personne, quoi. Donc de m'installer tard et de partir très tôt le matin. Et comme ça, voilà, j'ai juste le temps de la nuit où moi je gênais personne. Comme d'habitude, on prend tous les déchets qu'on a pu générer enfin, si on a mangé ou quoi avec soi, et puis on laisse la plage aussi propre, voire même plus propre, parce que moi, du coup, c'est vrai que je, je me faisais des petits ramassages de déchets, du coup, le long du trajet, quoi. Donc Ouais. voilà, c'est un peu l'idée qu'il faut avoir. Cool. Excellent. Ramassage de déchets en été sur la Côte d'Azur, t'as dû t'amuser. Enfin, j'en sais quelque chose, je viens de là-bas, donc c'est ouais, Ouais, ça va vite. c'est clair, c'est clair. Ouais, là-dessus, il y a du taf. Hein. Ouais, il y a du taf. Excellent. Donc, ok, bah, je suis quand même impressionné que tu vois, parce que c'est tout bête. Bon, peut-être que je suis un peu trop une fixette là-dessus, j'en sais rien. Mais moi, c'est vrai que chaque fois que j'ai fait de l'itinérance, il y a deux points où systématiquement je flippe avant de partir. Où j'ai tendance, tu vois, à over planifier, c'est les nuits. Parce que Mhm. pour moi, c'est un peu un moment où je pense que ça vient de là. C'est un peu un moment où tu es vulnérable, tu vois. C'est-à-dire que tu es un peu, voilà, à partir du moment où tu t'allonges pour dormir, je sais pas, je pense que je l'associe à un moment où potentiellement tu es vulnérable. Donc, faut faire gaffe où tu te mets, faut faire attention, tu vois, qui il y a autour. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est l'eau. Où Ouais. j'ai eu quelques malheureuses sorties, malheureuses expériences avec genre absence totale d'eau au milieu de nulle part. Et du coup, c'est vrai que, enfin moi, quand je planifiais mes sorties pour les un peu longues en vélo quand je m'entraînais pour le triathlon, Mhm. euh, l'eau, c'était l'autre truc où voilà, c'était jamais des points hyper rassurants pour moi, tu vois. Donc Ouais, non, ça, est-ce que c'est c'est. quelque chose que tu as appris au bout d'un moment, tu vois, un peu comme bah, le fait de prendre une douche, par exemple, tu vois, les notions de confort. Est-ce que c'est des choses que tu as appris à laisser venir quelque part parce que au fil des jours, bah, tu te rends compte que de l'eau, tu en trouves plus ou moins toujours et qu'il y a toujours Mm. plus ou moins des gens dispo pour t'accueillir. Mais c'est vrai que, comme tu dis, et ça se fait aussi. Là, je te parle de ça comme si c'était facile, mes dernières nuits à la Belle Étoile, mais j'étais sur ma fin d'aventure, quoi. Et, euh, et finalement, bah, sur une fin d'aventure, on commence à avoir 2 mois de bivouac dans les pattes, on va dire, et donc bah, on est de Oui. plus en plus à l'aise avec toute cette. Ça devient très facile en fait. C'est vrai que quand j'ai commencé là le 6 juillet à Lille, bah, tout le littoral, Normandie, Bretagne et tout, c'est pas évident de poser sa tente. C'est pour ça que j'ai quand même fait 11 nuits chez l'habitant. Mais ben, ça t'entraîne au fur et à mesure, quoi. Donc tu arrives à voir un petit peu. Sur cette partie, moi j'ai jamais trop planifié à l'avance. Ou
Bah, je disais qu'au début, je pense 2-3 jours avant, j'essayais de regarder sur Komoot où est-ce que j'allais pouvoir être, et donc si est-ce que j'allais pouvoir du coup dormir plutôt en bivouac ou plutôt chez l'habitant. Et ensuite, finalement, au fur et à mesure, bah, ça se faisait. Je programmais plus et je voyais un petit peu en fonction de mais ça se fait un peu au fur et à mesure. En tout cas, sur la partie recherche du bon emplacement bivouac. Et le bon emplacement bivouac, bah oui, c'est où est-ce que c'est autorisé, où est-ce qu'on va pas gêner, et un emplacement qui est plat, qui permet bah, d'être aussi un minimum confort et d'avoir. Moi, j'aime bien avoir une belle vue aussi, c'est un moment sympa le soir où on Ouais, cuisine. Si c'est pour se mettre dans un endroit caché, mais à moitié dans une décharge, enfin je sais pas, mais c'est pas mon intérêt non plus. Donc il y a plein de critères, mais après que finalement qu'on trouve assez facilement. Et après, je pense qu'au fur et à mesure de l'aventure, on devient un peu moins exigeant. Où ouais, il m'arrivait du coup de dormir sur une table de pique-nique dans un parc où je me disais, bon bah mince, en fait, c'est un parc un peu où ici la journée il y a de la vie, mais le soir tu gênes personne, quoi. Et puis toi t'es content, t'as ta petite table, ouais. tu poses ton matelas dessus, donc ça va bien, quoi. Et pour répondre du coup à la question sur l'eau, bah, à vélo, moi je trouve que c'est relativement simple quand même, c'est que euh, enfin moi j'allais soit dans un bar, soit toquer chez les gens pour voilà pour me ravitailler en eau. Je savais que le soir j'avais besoin. J'avais pas beaucoup de stock en plus, enfin de capacité de stockage, donc je pense que j'avais qu'une poche d'un litre. Mais voilà, je savais que pour le soir ça allait fonctionner. Et comme par exemple j'avais que un litre, ou même quand à la montagne quand je prenais que 30 à 50 centilitres avec moi, dès que j'avais un point d'eau, bah, je buvais peut-être, je sais pas moi, 50 centilitres d'affilée, ou je fais un peu la technique du chameau, quoi. Et puis derrière, bah, tu prends avec toi juste ce qu'il te faut ou ce qui te semble suffisant le temps d'arriver à l'autre point d'eau. Ouais, Et c'est là où je pense que la pratique et l'expérience font, c'est que quand je disais qu'on amène c'est un peu ses peurs dans son sac à dos, bah, c'est qu'on a toujours tendance un peu voilà, à prendre un maximum de choses. Et quand on fait la longue distance comme ça, on se rend compte, ou en tout cas pour moi, que plus t'es léger, plus t'es confort, quoi. Après, chacun trouve son équilibre. Il y en a qui sont vraiment ultra light et qui vont partir en rando avec 3 kilos sur le dos. Moi, mon équilibre, il y a 7-8 kilos, mais donc du coup, par exemple, il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir un équipement ultra light si on se charge de 2 à 3 litres d'eau, quoi. Donc, les 50 centilitres en montagne allaient bien sur cette zone-là. Et à vélo, non, je trouve que c'est assez facile parce que voilà, on est toujours quand même proche des villes, et en tout cas, ouais, pour moi, c'était sur cette partie-là, c'était assez simple. excellent. Excellent. Alors, tu nous disais que la genèse de ces deux grosses aventures, c'était c'était de te tester aussi, quand même, sur le Mhm. long terme. Maintenant qu'elles sont derrière toi, et alors bon, la plus récente, t'as même pas un mois de recul encore, mais j'imagine que tu as eu le temps de réfléchir à tout ça au fur et à mesure de ces 3 mois de pérégrination. Mhm. Qu'est-ce que toi tu dirais, qu'est-ce qu'elles t'ont permis de découvrir sur toi-même, ces deux itinérances? Euh, Déjà, de ce que ça m'a permis de savoir ce que j'aimais finalement, parce que bon, c'est vrai qu'en faisant le Tour de France, ben, il y a eu j'ai marché dans la montagne, j'ai marché sur du plat, j'ai fait du vélo. Je sais déjà que maintenant, ben, moi, ce qui me fait vibrer un petit peu, ben, c'est la montagne et la marche, quoi. Je trouve ça sympa de pouvoir faire le vélo, ça permet d'arriver à un point, mais là où je prends vraiment le plus de plaisir, c'est sur la partie marche. Personnellement, moi, je pense que ce que j'ai découvert un petit peu de moi, c'est bah, cette faculté d'adaptation. Comme je disais, dans un environnement de non-confort ou de moins confort par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre, me sentir euh, hyper à l'aise et de prendre un plaisir juste dingue. Donc quand j'étais pendant ces jours d'affilée dans la montagne. Et ensuite, cette capacité aussi du corps à répéter les efforts. Donc Mmh. sur la fin d'aventure, j'allais toujours un peu plus loin. Donc c'est vrai que là, on s'est arrêté où je disais que bon, j'ai terminé à Menton, mais quand je suis arrivé, du coup, comme je suis arrivé un peu plus tôt à Menton, j'ai décidé de continuer l'aventure en faisant le GR20 en Corse. Donc pour terminer un petit peu, ça permettait vraiment d'aller explorer le maximum. Et je voulais terminer sur une partie rando, donc du coup sur la partie en Corse.
voilà, j'allais toujours un peu plus loin. Tu sens ton corps est en forme physiquement, il t'enchaîne les efforts et tous les jours les efforts, ton corps absorbe les efforts. T'es rincé le soir, mais le lendemain matin, c'est reparti. Et quand je suis retourné, du coup, après ce GR20, j'ai repris le vélo pour aller jusqu'à 10 pour un événement de randonnée. Et donc j'ai fait 270 km de vélo en 2 jours en faisant de mon Ventoux, donc avec énormément de dénivelé. Et jamais au début je me serais dit que j'étais capable de faire ça. Et puis finalement je me suis dit, bon allez, mon Komoot m'annonçait 20 heures de vélo, donc 2 fois 10 heures. Donc, moi j'étais jamais resté aussi longtemps sur un vélo depuis le début de l'aventure. Et bah, je me suis dit, allez, on y va et on voit un petit peu comment je réagis, quoi. Et au pire, j'ai toujours la solution de si ça va pas, de prendre un transport ou quoi, parce que là, j'étais un peu hors projet, c'était, on va dire, du bonus, quoi. Et, euh, et puis, ben, je l'ai fait, quoi. Enfin, je l'ai fait, mais en prenant énormément de plaisir. C'était juste beaucoup de fatigue. Quand le matin, à 10h30, je suis arrivé en haut du Mont Ventoux et que j'étais complètement cramé et qu'il me restait 120 km à faire, bah, je me suis dit: «Bon, allez, on teste, quoi». Puis tu fais 2 heures, tu te reposes, tu refais 2 heures et puis le corps arrive à absorber et arrive toujours à continuer, quoi. Et sur la fin, finalement, tu rentres un peu de ton corps sécrète tellement je sais pas, d'hormones du bonheur ou quoi, que tu juste, tu te sens, un peu inarrêtable, quoi, et tu continues toujours, quoi. Donc ça, j'ai découvert aussi, je savais pas que mentalement j'étais capable, de toujours, continuer, prendre du plaisir là-dedans, et puis on découvre, ouais, c'est sûr qu'on découvre un autre mode de vie dans lequel, en tout cas moi, je me plais, et à quel point le corps, d'une manière générale, est résilient, que ce soit d'un point de vue blessure, d'un point de vue capacité physique, quoi. Waouh. Super intéressant. En tout cas, ça donne envie, tu vois, de se lancer sur des chemins et pour, pas forcément, voilà, je pense que chacun vit, ce type d'expérience à sa manière, mais, c'est quand même de beaux apprentissages et je trouve ça chouette de voir que bah, tu t'es donné les moyens et que tu as pris le temps et que tu as investi, temps, énergie, pour pouvoir vivre ces expériences et du Carrément, coup, ouais. maintenant que tu as fait, parce qu'en gros, tu as fait plus ou moins quand même le tour de la France, par, les frontières Mmh. et le littoral. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite, ouais? Beh, là, la prochaine aventure quand même, et je pense qu'on en parlait assez peu, c'est aussi le retour à la vie plus classique ou à la vie normale. C'est que on a vécu un peu 3 mois du coup enfin dans un monde un peu parallèle, on va dire, enfin pas vraiment un monde parallèle, mais un mode de vie différent. Et c'est pas évident aussi de revenir là, ça fait une semaine, et de se réadapter du coup à une vie sédentaire où bah, tous les jours, pendant 3 mois, t'as eu l'habitude de vivre en mouvement, de planter ta tente là où tu savais pas. À un moment, au bout de 3 mois, t'as aussi une certaine routine et aussi une envie de revenir à ton confort classique. Et finalement, bah, quand tu y arrives, c'est pas évident non plus. Donc ouais, mentalement, la première aventure, c'est de se réadapter là à notre style de vie plus urbain. Et la deuxième aventure, c'est bah, de commencer ma nouvelle vie professionnelle, quoi, en tant que cuistot. Et ensuite, si on reste sur la partie aventure pure, j'ai aucune idée en toute franchise. Là où l'année dernière, du coup, je réfléchissais à plein de possibilités, là, j'ai vraiment vécu l'aventure à fond sans me projeter. Ce qui est pas évident non plus, c'est que on a toujours un peu, enfin en tout cas moi j'ai toujours la tendance à essayer de regarder le jour suivant avant de profiter du moment présent. Donc en tout cas sur cette aventure-là, j'ai bien profité du moment présent. Et il y aura prochaine aventure, mais ça sera maintenant que je me connais un peu plus, en tout cas ça sera de la montagne à 100%. Et je suis toujours moi dans une optique en tout cas voilà de limiter, voire de pas prendre du tout l'avion. Donc ça sera dans des endroits qui seront accessibles en train ou par peut-être encore du vélo dans le coin. Et je pense que j'ai encore un bon nombre bon, du coup j'ai parcouru pas mal de montagnes en France, mais en Europe je pense qu'il y a encore un bon nombre de chemins montagneux à faire, quoi. Et puis je pourrais très bien me dire les Pyrénées par exemple, c'est une multitude de chemins différents, quoi. Et je pourrais Mmh. très bien me dire pourquoi pas il y en a qui se font des allers-retours en un été, quoi, qui commencent par un chemin et qui repartent dans l'autre sens à la fin de l'été par un autre chemin. Donc pourquoi pas. Donc je sais pas trop, mais oui, c'est vrai que ça sera autour de la montagne, quoi.
Et Cool. mais c'est vrai que comme tu le disais, je pense que c'est important, c'est que moi là j'ai fait une aventure d'un mois, 2 mois ou 3 mois quoi. Après l'idée, ce qui est important et ce que j'essaye en tout cas de communiquer aux gens, c'est que de faire déjà 2 jours ou 3 jours ou une semaine, à partir du moment où on arrive à prendre du plaisir là-dessus, et puis après on peut ou pas aller plus loin, mais j'ai essayé en tout cas de vachement communiquer aux gens pendant cette aventure, d'essayer de sortir de chez soi, quoi, et de prendre sa tente, que ce soit pour un week-end, juste à côté de chez toi, à vélo, parce que bah, ça procure quand même des émotions, comme je disais, qui sont soit très négatives, soit très positives, mais toujours en intensité forte, quoi. Donc c'est Hmm, intéressant. Et puis ça permet de bon, voilà, se reconnecter aussi à notre environnement, quoi. c'est clair. Super. Bah écoute, ouais, sur les émotions, je suis 100% d'accord, tu vois, pour en avoir fait l'expérience plein de fois. C'est vrai que quand tu te retrouves bah, un peu avec toi-même, en fait, pour un peu plus qu'un trajet en train, en bus, en métro, ou peu importe, tu vois, pour rentrer du boulot, bah, c'est intéressant parce que forcément, au bout d'un moment, ça t'amène à réfléchir à des choses pour lesquelles tu prends pas forcément le temps le reste du temps, justement. Et C'est clair. ouais, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Prenez le temps de sortir, même si c'est 2 jours, une nuit à la belle étoile à côté de chez vous. C'est toujours des micro-aventures. Même si vous restez sur un format micro-aventure, je pense que c'est toujours ça reste. Il y a quand même une dimension aventure qui est super intéressante. Carrément, carrément. Et on n'est pas obligé, comme tu as pu le dire, enfin, si tu le fais sur un week-end, t'es pas obligé non plus d'aller très loin, quoi. En fait, on Ouais, connaît souvent assez peu ce qui nous entoure, et il y a possibilité, rien que de faire une nuit à la Belle Étoile, c'est une aventure, quoi. Donc, on n'est c'est pas clair. forcément obligé de le faire dans les plus beaux paysages de France, quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'est assez chouette. Et moi, je prends encore énormément de plaisir à faire ce genre de de plus petites aventures, donc. Ouais. Ce qui est chouette, c'est que maintenant que tu as testé en amont du projet les phases d'introduction à vélo, ça décuple le champ des possibles en Europe, tu vois. Parce que si tu te dis que tu pars pour 3 mois de marche, bon, bah, ça devient cohérent de faire un mois de vélo pour prendre le point de départ, tu vois. Mais carrément, ouais. Et non, mais franchement, c'est vrai, et je me suis dit que c'était cool. Et même là, quand j'ai terminé, je me suis dit, bah, pourquoi je rentrerai pas à Lille? Il y a 800 kilomètres, je fais 100 kilomètres par jour, ça me fait 8 jours. Bon, pourquoi pas, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça pourrait être chouette. Donc, un prochain projet pourrait être d'aller faire peut-être de la longue distance à vélo, et d'aller un peu explorer. Parce que c'est vrai que je parlais du coup de mon, ma volonté de plus forcément prendre l'avion, mais j'ai toujours cette envie de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres types de cuisine ou autre. Donc pourquoi pas aller je sais pas moi, sur la route de la soie à vélo, et puis de prévoir un peu de Ouais. matos rando, et de se dire bah tiens, je mets autant de temps, mais je me fais une semaine de kiff à randonner dans un endroit. Parce que je me rends compte que finalement c'est vrai que cette partie randonnée, moi, m'anime vraiment, quoi. Après, c'est vrai que dans les prochaines aventures, ça pourrait être aussi découvrir un peu d'autres comment disciplines. C'est que sur la partie HRP, c'est pas du tout de l'alpinisme, hein, ça reste de la rando, mais on passe des endroits quand même qui sont assez techniques, et moi je me rends compte que je me sens super à l'aise là-dedans, donc pourquoi pas aussi peut-être faire d'autres aventures toujours en France, mais avec un mix rando, alpi, hivernal peut-être, je sais pas. On Oh verra. là là, tu me fais rêver. Ça Ouais, ça me donne s'annonce. envie aussi, rien qu'à en parler, Ouais. Cool. Bah écoute, on arrive au bout, Nicolas. Franchement, un grand, grand merci. C'était juste génial de t'entendre nous raconter ces deux itinérances à travers la France et comment est-ce que tu t'es adapté, les apprentissages que tu en as tirés. Donc, vraiment un grand, grand merci. S'il y a des gens qui sont intéressés pour, tu vois, revivre ces deux aventures ou pourquoi pas échanger avec toi, est-ce qu'on peut te joindre via les réseaux ou autre? Ouais, complètement, ouais. Ben, mais ça serait déjà avec plaisir. Moi, enfin, voilà, c'est des pratiques. Je pense qu'on sent que je suis passionné par ça, et donc c'est toujours agréable de pouvoir échanger et partager là-dessus. Et ben, finalement, moi, avant de commencer de faire des longues aventures comme ça, je me suis aussi renseigné auprès d'autres personnes via les réseaux qui avaient beaucoup plus d'expérience, donc c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Et donc j'ai une page Facebook et Instagram qui est les pieds sur le guidon, où du coup bah, je suis hyper accessible pour échanger sur ces projets, ou si des gens ont des idées de futurs projets, parce que c'est sympa de faire des choses en solo, mais c'est aussi sympa de pouvoir partager, donc je suis Ouais. ouvert, je suis ouvert.
Les pieds sur le guidon, c'est noté. Exactement. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup Nicolas. Et moi, tu m'as quand même mis l'eau à la bouche pour la suite de tes aventures. Donc, je te propose de revenir me voir quand tu auras fait la planification ou que tu reviendras de cette prochaine aventure. Et puis, on en discutera à ce moment-là. Bah écoute, avec plaisir. J'espère rapidement avoir d'autres idées et réaliser d'autres projets sympas, quoi. Mais merci beaucoup à toi, Yes, Loïc. C'est super chouette de partager ce type d'expérience. avec plaisir. Merci Nicolas.